Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. À tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. N'oubliez pas qu'on est aussi sur les plateformes audio, donc allez nous retrouver là-bas, Spotify, Apple Podcasts, on est sur Amazon, on est sur tous les réseaux sociaux. Allez nous trouver, suivez-nous, partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. On l'apprécie énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très bien avec une fausse crise du verglas. Ah, mais oui. Qui a gardé les enfants à la maison et moi pendant 2 jours et moi qui devais travailler au milieu des enfants. Toi, alors, ils ont fermé pendant 2 jours? Ils sont fermés pendant 2 jours. Ah ouais, c'était quelque chose. Mais je suis bien content. Aujourd'hui, on enregistre, d'autant plus que c'est avec une personne qui était venue parmi la première ou deuxième personne qui était venue il y a 3 ans déjà. Donc, c'est dire que la personne croyait déjà un petit peu en nous, ou alors il voulait juste nous faire plaisir. Je ne sais pas, il va nous le dire. Mais Christopher Skeet, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Christopher, tu étais venu à l'époque, tu étais ministre des petites et moyennes entreprises, ministre délégué à l'économie. C'est ça. Aujourd'hui, tu as un nouveau rôle que M. Legault t'a confié il y a plusieurs mois, celui de ministre des Relations internationales et de la francophonie, c'est ça? Entre autres, oui. Entre autres? C'est Oui. quoi les autres Je suis responsables? ministre responsable de la lutte contre le racisme, Oui. ministre responsable de la région de Laval et ministre des Relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ah, OK. Tout ça, c'est Aussi, oui. c'est des choses très, très, très importantes. Merci de le préciser. Alors, Georges, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on a reçues 2 fois. Non. Il y a Éric Duhem qu'on a reçu 2 fois. Il y a la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qu'on a reçu 2 fois. Il y a Charles Milliard, parce que, il y avait la course. Chez les libéraux, il y a eu... Parce qu'il était candidat 2 fois. Ouais, c'est ça. Puis là, on reçoit Christopher Skeet pour la 2e fois, ça nous fait plaisir. Mais alors, Georges, je te laisse commencer. Ben là, premièrement, ça nous fait plaisir. Puis oui, effectivement, Christopher est un grand appui. Puis même avant, quand je faisais mes balados en anglais, on a fait des épisodes ensemble, toujours prêt, toujours prêt à aider. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Puis là, c'est un peu différent parce que ton horaire est quand même assez chargé. Je te suis sur... on va se tutoyer, je pense. On peut... Allez-y. Je regarde les photos sur Instagram, puis tu sais, un pays, ensuite un autre. Ça voyage pas mal, Christopher. C'est vrai que ça voyage pas mal. Une chance que j'ai une équipe qui m'appuie. Je profite de l'occasion pour saluer Léa, mon attachée politique, responsable des médias. Vous savez... j'ai la chance de vivre un rêve, en fait. Il n'y a pas un jeune qui étudie en sciences politiques à l'université qui ne rêve pas de travailler en quelque part dans les relations internationales. Aujourd'hui, j'ai le privilège de représenter le Québec à l'international. C'est vraiment encore très surréel là, pour moi. Ah, ben ça c'est sûr. Rappelle-moi, parce que là, tu parles de quelqu'un qui a été en sciences politiques à l'université. Tu as fait sciences politiques à l'université Concordia, c'est ça? C'est ça. Bon, ben c'est parfait, on a fait le même programme. Alors, effectivement, les relations internationales, ça, c'est fascinant, mais au-delà de c'est fascinant parce qu'on a souvent idolâtré un peu le monde, comment il fonctionne, etc. Mais là, depuis quelques années, le monde est quand même assez troublé. Hein. Est-ce que tu ressens ça toi, lorsque tu voyages? Absolument. Le monde est bouleversé par un changement de l'ordre mondial. C'est ni plus ni le moins. Quand j'étais jeune, souvent, je me demandais, en tant que X, ça va être quoi notre place dans le monde où le chemin avait été tracé par les baby boomers, les Z héritent un monde, et les milléniaux héritent un monde qui est prêt pour eux et technologique. Je me demandais c'était quoi la place des X. Puis ce que je réalise aujourd'hui, c'est l'histoire, elle est faite de gens qui sont les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place. Et je me dis, aujourd'hui, dans ce grand bouleversement-là, mais quelqu'un de mon âge qui se souvient de l'Union soviétique, qui se souvient d'un monde où on avait peur des bombes nucléaires, d'un monde qui était multipolaire, un monde qui était segmenté. Mais ça me sert beaucoup dans mes réflexions aujourd'hui et ça me permet de mieux comprendre le monde. Puis en plus, mes études dans l'école réaliste politique, mais ça m'aide aussi à comprendre ce qui se passe.
Là, la question que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent, parce que le Québec, il y a un ministre des Relations internationales. C'est pas comme un ministre des Affaires étrangères comme on voit au fédéral, par exemple. C'est des fonctions très spécifiques qui sont souvent reliées à l'économie. Donc, évidemment, les relations, on crée des relations comme une province partout dans le monde, mais je pense que le but principal, c'est de créer ces ponts-là pour amener des investisseurs ou pour créer des échanges, que ce soit économiques, éducatifs, culturels, avec le monde. Donc, il y a un spin quand même intéressant avec ce département-là. Et j'aimerais t'amener sur un terrain où on voit constamment, tous les jours, l'économie globale. On voit des gros joueurs se resserrer, se regarder. Tu sais, une espèce de « je suis là pour moi ». Alors que, comme Canada et comme Québec, nous, on essaie de chercher des marchés un peu plus à l'extérieur. Est-ce que tu remarques ça dans les pays où tu voyages, où c'est comme, c'est un protectionnisme, et est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que les discussions vont bon train? C'est quoi cette atmosphère-là à ces rencontres-là? Bien, j'aimerais commencer du début. La doctrine Gérer la joie, c'est la doctrine qui nous anime au ministère. La doctrine Gérer la joie, tout simplement, ce qu'elle dit, c'est qu'il y avait un ministre à l'époque qui s'appelle Gérer la joie, qui, lui, voulait signer une entente avec la France en éducation. Puis là, il se demandait, mais là, tu sais, comment je fais pour signer une entente avec la France? Puis tout à coup, l'idée est venue de dire, mais attends une seconde, là, l'éducation, c'est une compétence provinciale, ça appartient au Québec, donc je n'ai pas besoin de parler à personne. Je vais aller signer cette entente-là avec la France. Au début, ça n'a pas plu au gouvernement fédéral, mais la doctrine, ce qu'elle dit, c'est que le Québec, en tant que province dans une fédération, et dans une fédération, chaque juridiction, elle est souveraine dans ses compétences, mais ça vient dire que si on est souverain en éducation au Québec, on l'est aussi à l'international. Et donc, en matière d'économie, en matière de culture, en matière de ressources naturelles, en matière de santé, mais on se donne le droit d'agir, oui, au Québec, mais aussi à l'international. Et ce qui est nouveau, en fait, c'est le volet surtout économique. Madame Giraud, en 2019, avec M. Fitzgibbon, à l'époque ministre de l'Économie, ont refait la loi d'investissement Québec qui a donné une vocation économique à nos missions commerciales. Donc, le volet économique est relativement nouveau. Et donc, depuis 2019, on chiffre l'aide que les délégués apportent à nos entreprises en termes d'investissement direct étranger, mais aussi en termes d'exportation. Et là, on voit que c'est vraiment un coup de force important. Pour revenir à l'autre question que vous avez posée, il y a des opportunités et des menaces. L'opportunité qu'on a dans ce revirement-là, c'est de tendre la main à d'autres partenaires internationaux et de leur faire comprendre qu'en tant que puissance moyenne, si on ne réussit pas à travailler ensemble, bien, ce qui va arriver, c'est que les grandes puissances vont creuser leurs avantages sur nous et ils vont nous mettre un contre l'autre quand ça va leur profiter. Si on reste soudés, on a la chance peut-être de passer à travers ces tentations-là. Le risque, c'est de ne pas le faire. Le risque, ça serait de dire, mais moi, je vais tirer la couverture sur mon bord, puis d'essayer de gagner contre un adversaire ou un partenaire potentiel qui est une puissance moyenne, parce que moi, je ne veux pas faire du trouble avec une grande puissance, où je veux me protéger, m'isoler ou protéger mon marché. Alors, si on ne réussit pas dans les prochaines années, ce moment déterminant pour notre avenir, je crains qu'on va l'échapper, puis la qualité de vie qu'on a connue va être moindre dans l'avenir. Là, il va y avoir, ou au moins on espère qu'il va y avoir des discussions pour le renouvellement de l'entente qui existe avec Canada, États-Unis, Mexique. On ne sait pas ce qui va arriver. On se réveille tous les jours avec des déclarations quand même différentes du président américain. Le rôle du Québec, spécifiquement de ton ministère, dans ces discussions-là, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on prend en considération, évidemment, on prend en considération le Québec, mais à cause que c'est des ententes qui se font au niveau fédéral, est-ce qu'il y a un rôle là-dedans où tu rentres et tu joues? Bien, c'est clair que, bien sûr, le premier ministre du Québec parle au premier ministre du Canada pour lui dire c'est quoi les priorités du Québec dans cette entente-là. Il y a 3 secteurs qui sont vraiment prioritaires au-delà de l'entente actuelle. On parle de l'aluminium, le bois d'œuvre et la gestion de l'offre.
Donc, c'est sûr que quand M. Legault se promène, puis il dit à M. Carney qu'est-ce qui est important pour le Québec, c'est vraiment ces trois-là qu'on met de l'avant. Puis en général, toutes les autres opportunités, notamment en défense aussi, qu'on voudrait aller chercher dans ces changements-là. Mais la question, elle est bonne. Où est-ce que le Québec prend tout son sens à l'international? Vous savez, on a 34 bureaux dans 19 pays, dont 9 aux États-Unis. Pardon. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on profite de cette présence-là pour justement réitérer nos préférences, nos idées et notre style de vie pour expliquer aux Américains c'est quoi la gestion de l'offre, puis qu'est-ce que c'est pas. Ils ont comme une perception de protection, de protectionnisme canadien qui n'existe pas. La réalité, c'est que depuis une entente récente avec les États-Unis, ben, ils remplissent même pas le quota là, qu'ils ont droit. Donc, c'est faux de dire que la gestion de l'offre protège le marché autant qu'ils le disent. Et donc, on fait de l'éducation sur le terrain. J'ai récemment, avec mon équipe, signé 9 ententes, pas des ententes, mais des résolutions d'amitié avec des États, surtout républicains, pour parler du fait que le Québec est un ami, un partenaire qui est chéri. Et donc, ce mouvement de soft power-là crée du momentum qui crée un terrain fertile pour le narratif québécois lors des discussions avec les États-Unis. Et donc, avec les consuls sur place américains, on garde des liens étroits pour justement parler et communiquer de nos priorités. Alors, tantôt, je t'entendais parler de la doctrine Gérard-Lajoie. J'entendais, je ne sais pas si ça vient de Gérard-Lajoie ou ce que c'était vraiment l'utilisation du premier ministre de l'époque, Jean Charest, qui disait ce qui est de compétence chez nous et de compétence partout. Donc, c'est un peu ça le sens, je pense, de ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que, dans le fond, on n'a pas besoin du gouvernement fédéral et de sa compétence en matière d'affaires internationales pour signer des ententes avec d'autres juridictions. Mais encore une fois, je reviens encore au premier ministre Charest, parce qu'il en a quand même beaucoup fait au niveau international. En tout cas, il a aidé un tant soit peu à commencer les négociations avec l'Europe au niveau du CETA, là, l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et à l'époque, le gouvernement fédéral avait accepté que les provinces soient à la table de négociation. J'en sais un petit bout, parce qu'à l'époque, j'étais moi-même conseiller politique au ministère de l'Économie et je travaillais beaucoup notamment avec évidemment les fonctionnaires. Puis il y avait Pierre-Marc Johnson qui était le négociateur en chef. Donc, je me souviens un petit peu de ça, mais le Québec était à la table des négociations avec les Européens, ce que je trouvais absolument fantastique, même dans l'idée de comment faire fonctionner le Canada, etc. Avec les Américains, c'est très différent. J'ai comme l'impression que vraiment le leadership est fédéral, que ce soit les États aux États-Unis ou que ce soit les provinces au Canada. On joue d'influence, mais on n'est pas à la table. C'est ça? Mais je vous dirais deux choses. Dans l'entente de libre-échange avec l'Europe, c'est vrai qu'il y avait un représentant québécois. Il n'était pas dans la pièce. Il n'avait pas le droit d'être dans la pièce. Il était exclu, mais il était dans le même hôtel. L'arrière-chambre. C'est ça. Puis, entre deux, on venait lui jaser. C'est sûr que M. Charest est l'héritier d'une tradition qui est vieille de 60 ans, de la doctrine Gérard-Lajoie, qui, effectivement, disait que c'est pas juste chez nous, là. On est aussi souverain à l'international dans nos champs de compétences. C'est ça. Et donc, il y a différentes manières de faire vivre cette doctrine-là. Je vous dirais, dans les cas qui nous occupent, le pouvoir est très centralisé aux États-Unis à l'intérieur de la Maison-Blanche. Lorsqu'on fait nos rencontres avec les différents intervenants d'État, on se fait dire souvent, puis j'en ai fait des centaines de rencontres avec des élus, surtout républicains, où ils disent tout, vous allez voir, ça va passer, c'est juste un état d'âme. Ils tentent de nous rassurer du fait que c'est pas sérieux ce qui se passe à Washington. Puis là, l'importance de notre présence, c'est justement de leur dire, mais en effet, ça a un impact, ça nous fait mal et vous nuisez à votre réputation, mais surtout, et ça c'est un message que je porte beaucoup aux États-Unis, vous déconstruisez un legs vieux de 80 ans qui a été construit à coups de trésors et de sang pour rien. Vous le cédez gratuitement. Et ça, c'est une incompréhension totale de notre part et de vos alliés. Et donc, ça, c'est des genres de messages que, je pense, portent fruit, nous aident. On a vu une contestation judiciaire faite par des élus américains.
On a vu la récente décision de la Cour suprême. On parle de remboursement. La vie actuellement des tarifs, elle est très compliquée. Et donc, c'est sûr que c'est pas gagné, mais je pense qu'on a les bons arguments de notre bord. Moi, ce que je dirais pour parler des discussions qu'il y a, personne sait ce qui se passe dans la tête de M. Trump. Et donc, ben malin celui qui peut diviser ou trouver une solution ou une approche qui serait gagnante. Et donc, on fait la patience stratégique, on observe la situation et au fur et à mesure qu'il y a des enjeux qui se soulèvent, on les adresse. Mais pendant qu'on fait ça, on ne reste pas à rien faire, là. On fait la stratégie de diversification de l'économie québécoise. C'est la raison pour laquelle, Georges, tu me vois un peu partout dans le monde. C'est que le mandat que j'ai, c'est de réduire notre dépendance des États-Unis. Ouais. Et à quel point ça se fait, ça? 73% de nos exportations vont vers les États-Unis. C'est très naturel pour nous d'aller aux États-Unis. En fait, un des arguments que je donne à nos Américains, c'est que je leur dis, vous nous forcez à faire quelque chose qui n'est pas normal, ce qui est d'aller à l'extérieur du continent pour faire affaire avec des gens. On va le faire, mais ce n'est pas naturel pour nous de vouloir le faire et donc, on comprend mal votre stratégie. Et donc, la difficulté, c'est que ça fait des années qu'on parle de diversifier notre économie. Ça fait 20 ans là, qu'on parle de ça, mais ça ne se fait jamais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le fun, là. On a la plus grande puissance de l'histoire du monde qui est à 100 km au sud. Puis, son dollar vaut 30-40% plus cher que le nôtre. Fait que chaque transaction est bonifiée. Fait que c'est vraiment le fun de faire affaire avec les États-Unis. Moi, ce que je sens comme opportunité actuellement dans la stratégie de diversification, c'est qu'il y a des opportunités non seulement de s'insérer dans les filières de défense avec nos alliés, mais aussi de profiter de cet arrimage-là pour faire des liens directs. Et donc, l'approche, cette fois-ci, qui est très différente, c'est de dire, regardons secteur par secteur, c'est quoi les opportunités? On parle d'aérospatial, on parle de la défense, parfait. Sont où vos goulots d'étranglement à l'intérieur de vos chaînes d'approvisionnement européennes? Puis quelle entreprise aurait besoin d'aide que le Québec peut fournir? On va vous présenter carrément l'entreprise. Faire un joint venture, une acquisition d'un bord ou de l'autre pour faire fonctionner cette chaîne-là. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la Banque de résilience et de sécurité, une banque qu'on veut développer, pas nous, mais c'est un projet surtout britannique, de créer une banque pour les alliés, justement pour financer les PME. L'enjeu, là, c'est pas tant les grands donneurs d'ordre, c'est toute la chaîne de PME qui dépend d'eux. On pense à Bombardier quand on pense au secteur aérospatial du Québec, mais c'est 230 fournisseurs. Souvent, un entrepreneur avec 15 employés qui, lui, manque de moyens pour répondre aux commandes de Bombardier. Et donc, ça va prendre beaucoup d'efforts ensemble pour pouvoir justement arriver à augmenter la cadence. Et je vois dans ça l'opportunité de faire ces arrimages-là avec nos alliés. Mais c'est sûr, on les construit de rien. Et donc, c'est ça que mon effort est là-dedans. Ouais. Mais là, les exemples sont très éloquents. Merci d'ailleurs de les partager. C'est très, très, très bon. Mais je suis complètement d'accord lorsque tu dis ça fait au moins 20 ans qu'on parle de diversifier notre économie, puis on ne le fait pas. J'ai évoqué dans un autre cadre tantôt l'accord de libre-échange avec l'Europe. Il est en vigueur depuis un certain nombre d'années. On dirait que nous ne savons pas, parce que ce n'est pas naturel pour nous, je comprends ça, mais nous ne savons pas faire véritablement un véritable commerce avec l'Europe. Puis je ne parle pas des grandes compagnies multinationales qui, de toutes les manières, faisaient affaire avant même le libre-échange. Ce n'était pas tant un problème pour elles. Mais pour nous PME, hein, donc tu as été ministre délégué à l'économie en charge des PME, nos PME québécoises sont capables d'exporter aux États-Unis, mais ont beaucoup de misère. Alors je ne sais pas si c'est l'incompréhension ou c'est le flou ou quoi que ce soit, mais ont beaucoup de misère à aller en Europe, alors qu'il y a un accord de libre-échange qui est quand même très intéressant. Mais il faut faire un constat de la situation dans son ensemble. 60% des entreprises québécoises n'exportent pas au-delà de nos frontières. En partant, c'est un problème. C'est vrai. Okay? Deuxième problème, c'est vrai qu'on souhaiterait qu'il y ait plus d'échanges avec l'Europe, mais depuis 7 ans,
l'accord de libre-échange, il y a eu une augmentation des échanges entre l'Europe et le Québec. Et donc, ça va dans la bonne direction. Puis c'est dans les doubles chiffres, là, mais je ne connais pas la statistique exacte, là, mais ça va bien. Là. Ça ne va pas assez vite. Puis, c'est encore pas naturel. Et là, ce qu'on a vu depuis le changement de vocation de nos bureaux de délégués à l'étranger, avec l'accompagnement qu'on fait pour vraiment tirer les entreprises québécoises vers l'extérieur, on remarque, chiffre à l'appui, qu'il y a ce désir de vouloir changer nos pratiques. Mais c'est long, là, de découpler une chaîne de valeur, c'est très long. Et malheureusement, c'est le cas que c'est trop long parce qu'on a besoin de résultats rapides pour justement réduire notre dépendance des Américains. Dans un monde idéal, moi, ce que je dis souvent, c'est j'ai pas de problème à ce qu'on échange avec les États-Unis. Moi, en dollars réels, ça me dérangerait pas si le chiffre augmenterait d'échange avec les États-Unis. L'enjeu, c'est qu'il faut réduire le pourcentage. Et c'est là où on est vulnérable. Eux, ils font le hockey et on a un tremblement de terre ici au Québec. Et donc, il faut réduire cette dépendance-là. Là, on parle beaucoup de la logistique, puis ce qui est facile, ce qui est difficile, de commencer à exporter à l'extérieur, de traverser des océans. Mais sur l'argument que c'est tellement facile parce qu'ils sont juste là, ils sont attachés à notre pays, mais il y a le reste du Canada aussi, qui n'est pas si compliqué que ça non plus, là. Et moi, je me demande toujours, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne peut pas commencer ici, faire ce qu'on a à faire à travers le Canada, au moins c'est quelque chose. Et par la suite, c'est parfait. Oui, on va continuer à explorer les autres marchés, mais c'est comme presque pas logique qu'on a tellement de difficultés à l'interne. Et Salim utilise cet exemple-là souvent. C'est beaucoup plus facile pour un étudiant de la France de venir étudier au Québec que d'un étudiant de l'Ontario de venir à nos universités. Donc, c'est comme pas... il y a quelque chose qui ne clique pas là-dedans, là. Mais quand j'étais ministre délégué à l'économie, j'ai chapeauté le projet de loi 112 qui a été repris depuis par mon collègue Samuel Poulain, qui, lui, a mis en vigueur l'échange interprovincial. Ça revient à notre constitution, la manière qu'on a été créé. On est une fédération. Je vous disais tantôt qu'on est souverain dans nos compétences et il y a effectivement des différences entre les provinces en matière législative par rapport à certains items. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple fictif, là, mais mettons, je veux faire un casque de bicycle. Puis le code de sécurité routier, ça appartient aux provinces. Fait que moi, je dis, moi, un casque de bicycle, il faut que ça soit 3 pouces d'épais, il faut que ça soit avec un matériel résistant, certifié ISO, whatever. Puis moi, j'écris ça dans une loi parce que moi, je veux protéger mon monde. Le problème, c'est qu'on est 13 au Canada à écrire cette loi-là, puis chacun d'entre nous, on ne sait pas parler, on va écrire la loi un petit peu différente l'un de l'autre. Puis là, la différence fait en sorte que mais là, j'ai un casque qui tu peux acheter, qui est fait au Québec, qui peut être vendu en Ontario, mais pas en Saskatchewan, puis pas au Manitoba, puis pas en Alberta. Ce que la loi vient dire pour une première fois, c'est, écoute, on va prendre pour acquis que si c'est fait au Canada, c'est conforme. Donc, on a renversé le fardeau pour dire, si c'est correct là, ça va être correct ici, à moins que le législateur agisse pour dire que ça ne l'est pas. Et donc, on a fait un opt-in automatique pour justement faciliter le transport de ces biens-là entre les provinces. Mais je reviens à l'essentiel. Vous avez raison que dans le contexte actuel, on doit tout faire pour ouvrir les frontières canadiennes, ne serait-ce que pour profiter du marché de 40 millions. Mais l'entrepreneur, là, lui, ce qu'il va dire, il va dire, c'est bien le fun là, d'avoir accès à Toronto, puis, tu sais, merci, mais Toronto, c'est 600 km puis c'est 2 millions de personnes. Moi, je descends 100 km puis j'ai accès à un marché de 14 millions en dollars US. Fait que c'est sûr que oui, il faut le faire parce qu'il faut le faire, mais c'est pas une panacée non plus. Je comprends. Oui, c'est un bon point. Ouais. Puis, juste une affaire, tu sais, tu as donné l'exemple des étudiants, mais la réalité, c'est qu'il y avait quelque chose de plus intéressant, c'est l'accord de mobilité de la main-d'œuvre avec la France qui permettait à certains
métiers ou des personnes qui avaient certains métiers. Donc, si on était, je ne sais pas moi, architecte en France, on pouvait être architecte au Québec et vice-versa. C'était le genre de choses qui sont plus faciles qu'effectivement avec le reste du Canada. Mais c'est un bon point, puis je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que si on fait quelques kilomètres au sud, puis on a accès à, je ne sais pas moi, 8, 9, 10 fois plus que d'aller à Toronto, je pense que le choix est très, très, très vite fait. Là, c'est certain. De toutes les manières, diversifier ses marchés ou être moins dépendant du marché américain, il n'y a pas une solution. Hein. J'imagine que c'est justement de mettre nos œufs dans différents paniers, même si les paniers sont peut-être moins attrayants à premier abord. En fait, moi, si j'étais entrepreneur aujourd'hui, je serais très optimiste, malgré tout. N'oubliez pas, là, on a lancé un chantier de 200 milliards pour Hydro-Québec. Ça, c'est un chantier générationnel où ce que pour 15 à 20 milliards par année va être dépassé pour doubler notre capacité énergétique. 5000 kilomètres de lignes de transmission vont être construits. C'est une belle business là-dedans quelque part. Ben oui. Hein? Le secteur de la défense. Il va y avoir énormément d'argent dépensé au Canada, en Amérique du Nord et par nos alliés dans le secteur de la défense dans les 10 prochaines années. C'est vrai, on va vivre dans un monde moins certain, bouleversé, peut-être plus dangereux, mais il y a quand même une opportunité économique à l'intérieur de tout ça. Quel positionnement pour quelqu'un d'innovateur qui veut se lancer en affaires ou faire l'acquisition? En termes de reprenariat, il y a 50 000 entreprises au Québec d'ici 5 à 10 ans qui vont fermer faute de repreneurs. Et donc, tu sais, c'est pas parce qu'ils marchent pas, ces business-là, c'est parce qu'il n'y a pas personne pour les prendre. Fait il y a quand même énormément d'opportunités au Québec, malgré les défis économiques qu'on a. Puis avec cela, notre mission, vous avez raison, on agit sur beaucoup de points. Le secteur de la défense, bien, moi, j'étais en Allemagne pour rencontrer TKMS, pour m'assurer que si TKMS en Allemagne gagne le contrat des sous-marins fédéraux, mais qu'ils vont penser au Québec à l'intérieur de leur offset, comme on dit dans le jargon, pour justement investir dans l'économie québécoise les montants qu'ils doivent investir au Canada. Ouais. Puis on s'assure de vraiment lier par entente des contrats directs qui vont bénéficier les travailleurs du Québec à l'intérieur de ça. Donc, on a gagné ça avec TKMS. J'arrive de Corée, où ce qu'on a rencontré l'autre personne, l'autre bord de la compétition sur les sous-marins. Et on s'est assuré de ce bord-là, de s'assurer qu'on va avoir justement notre juste part dans ce contrat-là aussi. Donc, peu importe qui gagne, le Québec va voir des retombées économiques dans le contrat des sous-marins. Et ça, mais ça sert à ça, notre présence à l'international, pour s'assurer qu'on va arracher notre juste part pour être sûr qu'il y a des gens qui parlent pour nous à l'international et qui s'assurent que les retombées viennent ici. Et on fait ça dans tous les secteurs de défense actuellement. Ah, alors, ça tombe très bien que tu parles de défense parce que je crois que malheureusement, on vit cette période-là, cette époque-là. Tu as utilisé le mot allié en faisant référence aux Européens qui ont un plan de 900 milliards d'euros d'investissement en matière de défense. Je sais que le premier ministre Carney a fait plusieurs voyages en Europe et au moment même où on se parle, il est en Norvège. En tout cas, c'est en lien avec les questions de défense, sans rentrer dans les détails. Comment est-ce que le Québec peut tirer son épingle du jeu dans la question de défense, de contrats en matière de défense, sachant que on a une expertise en aérospatiale, puis on en a toujours besoin en défense. On a une expertise en AI, donc l'intelligence artificielle. Donc, de plus en plus, on en a besoin. Puis j'en passe, hein, je suis sûr que tu as en tête... Moi, j'ai la liste au complet. C'est ça. Alors, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on essaye de tirer notre épingle du jeu de ça? Puis comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement fédéral à faire atterrir ça? Ouais. Je suis en lien très souvent avec Stephen Fuhr, le responsable d'approvisionnement pour le gouvernement fédéral. C'est le secrétaire de l'approvisionnement de défense, un ancien pilote canadien dans l'armée canadienne. Puis un chic type, puis je l'ai rencontré justement en Corée pour être sûr qu'on aligne non seulement les retombées économiques pour le Québec, mais aussi de s'assurer que dans les contrats qu'on donne, que les retombées se manifestent. Un gros problème, historiquement, c'est qu'on exigeait ces retombées-là sans les mesurer.
Et donc, les investissements ne suivaient pas. Et donc, c'était hautement problématique parce que non seulement on n'était pas souverain à la capacité de créer et d'acheter nos propres équipements militaires, on ne faisait même pas un suivi pour être sûr que les retombées promises, on les aurait. Là. Fait que c'était problématique. Stephen Fuart a après réglé ça. Fait que là, il va y avoir une façon de comptabiliser tout ça et le Québec va être là, lui aussi, pour s'assurer que sa juste part va suivre à l'intérieur de ça. Puis sinon, on va avoir un champ d'action, c'est que nos délégations vont savoir, OK, il y a un écart ici, il faut aller chercher notre juste part. Et donc, on va faire un suivi en continu. Aérospatial, 45 000 employés au Québec, 230 fournisseurs de bombardiers, mais n'oubliez pas aussi le secteur naval. Le Québec a fait l'acquisition avec la Davy, on est actionnaire là-dedans, du chantier Helsinki en Finlande. J'y étais pour la cérémonie de première coupe et vous avez la technologie qu'on a achetée d'une compagnie qui était de propriété russe. Non seulement on a enlevé la propriété intellectuelle des Russes, mais on l'a rapatrié au Québec. Et aujourd'hui, la technologie, la fine pointe des brise-glaces dans le monde, cette connaissance-là est dans les mains québécoises. Et je pense que le Québec et le Canada doivent jouer un rôle important dans le Nord. Et on se prépare à le faire. Et maintenant, on a les moyens de le faire. Dans ce qui touche Bombardier, il y a tout le contrat qui se discute actuellement avec le GlobalEye, qu'on voit un peu partout. Il y a des plateformes comme le Pegasus aux États-Unis qui utilisent la plateforme de Bombardier. Et de plus en plus de gens veulent collaborer avec Bombardier pour les insérer dans la chaîne. Et donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes journées en avance pour Bombardier, ne serait-ce que pour juste les contrats qui sont promis actuellement. Vous avez dit avec raison l'intelligence artificielle. On est 5e au monde en intelligence artificielle. Les gens ne réalisent pas ça, mais on est un grand joueur. Et donc, moi, j'ai une rencontre prochainement avec Evan Sullivan pour justement positionner le Québec davantage dans ce secteur-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour marier l'aérospatiale et l'intelligence artificielle. Parce que ces deux-là égalent drone. Et ça, c'est l'avenir de la guerre. Malheureusement. Et donc, il y a certainement des opportunités à l'intérieur de ça. Le quantique, on est fort là-dedans. La recherche, j'étais aussi le ministre responsable de l'innovation. Vous savez, le Québec et la juridiction au Canada, certainement, j'allais dire un des top 10 en Amérique du Nord, ce qu'on investit per capita le plus en recherche. Le défi qu'on a, c'est la commercialisation, mais on est vraiment hot là, en recherche. Et donc, comment on fait pour arrimer ce travail-là, pour aller chercher tout ce qu'on veut aller chercher à l'intérieur de la commercialisation de ces nouvelles technologies-là? Et donc, c'est très facile de vendre le Québec. Per capita, on a le plus d'ingénieurs que partout ailleurs. On est vraiment bon. Le problème, c'est que, historiquement, surtout dans le secteur de la défense, mais il n'y avait pas d'argent là-dedans. Et surtout, il y avait une gêne. Moi, quand j'étais ministre de l'Économie, il y a 2 ans, j'ai demandé à Investissement Québec de cesser sa restriction sur le financement des armes et de la défense. Puis, ils m'ont averti. Ils m'ont dit, mais M. Skeet, on ne peut pas faire ça. Mais pourquoi qu'on peut faire ça? Parce que c'est manifeste qu'on va avoir un monde où ça va être nécessaire, puis nos entreprises vont en avoir besoin. Oui, mais le public, je ne suis pas sûr que vous voulez faire ça. Ils ont eu peur pour moi quand j'ai proposé ça il y a 2 ans. Et donc, je pense que collectivement aussi, il faut changer un peu le narratif, de cesser de voir la défense comme quelque chose de mauvais et de voir ça pour ce que c'est, la défense. Mais c'est ça qui est drôle, hein, parce que, tu sais, on a eu la chance, puis on a toujours la chance de vivre dans un pays où, tu sais, c'est vraiment pas proche de chez nous, là, cette affaire-là. Puis, avec la réputation du Canada à l'international, on n'était pas vraiment un pays de guerre. Tu sais, on était plutôt un pays de paix. Et de parler aux gens d'investissement en défense, en armes, tu sais, c'est quelque chose qui est un peu inconnu. C'est comme, hein, on est là-dedans, nous autres, tu sais, de quoi tu parles? T'sais, donc, ça me surprend pas que tu as eu cette réaction-là. Mais en fait, moi, je veux faire réaliser quelque chose à vous, mais aussi à votre auditoire. Si on considère maintenant qu'on a été relativement historiquement isolé des grands conflits du monde par notre géographie, puis en passant, ça ne veut pas dire que j'exclus l'effort du Canada dans tous ces guerres, tous ces conflits-là. C'est clair qu'on a fait notre part, notamment en Afghanistan, entre autres. Mais ce que je veux dire, c'est que on a été relativement isolé des 2 guerres mondiales. Il n'y a pas eu grand dommages. Il y en a eu un peu, mais pas tant que ça ici, un peu à Halifax. Puis, fait que nous,
les mémoires de la guerre, puis les mémoires de ce que ça veut dire de se faire envahir, puis les histoires de nos grands-parents qui nous disent, écoute, quand un tel est rentré, il a fait ça à grand-maman, puis il a fait ça, il a tué mon frère, puis on s'est battu dans notre cour arrière, puis c'était là, que ton oncle a tombé. Ça, là, on n'a pas cet historique-là au Québec et au Canada. Et fait que c'est pour ça que pour nous, c'est toujours un peu abstrait. Puis on a eu la chance pendant 80 années d'avoir un voisin du Sud qui est, comme je disais tantôt, la plus grande puissance de l'histoire du monde, mais qui était aussi bienveillant envers nous. Et donc, wow! Combinaison parfaite pour la protection. Mais là, si on change cette bienveillance-là, et si le Nord devient plus accessible, et notre voisin du Nord, je vous rappelle, c'est la Russie, bien là, tout à coup, notre position géographique devient problématique. Et si on n'est pas prêt à défendre notre souveraineté dans le Nord, ben on va la perdre. Et c'est ça l'enjeu que je pense qu'on doit prendre au sérieux. C'est la conversation que je tente d'avoir avec les Québécois. C'est pas toujours facile. Non. Mais c'est une conversation importante à avoir parce que si le Nord est plus accessible, puis la Russie puis l'Inde fait des partenariats pour faire naviguer, si les Chinois sont là pour naviguer, en ce moment, il y a plus de navires chinois et de Russes que de navires canadiens. Bien, si on ne fait pas quelque chose pour assumer notre présence et assurer notre souveraineté, bien, on va la perdre. Et aussi, on doit sécuriser notre territoire et sécuriser les Québécois. Et donc, je rappelle aux gens que quand on regarde la carte, non pas de la manière traditionnelle, mais du haut vers le bas, bien, on est voisins avec la Russie, comme on est voisins avec le Groenland, comme on est voisins avec les pays nordiques. Et tout cet espace-là, en ce moment, est en jeu. Ouais. Ouais, c'est bien intéressant. En même temps, c'est à la fois intéressant, à la fois un peu, j'ai envie de dire, un peu stressant. Hein? Donc, c'est parce que... Mais ça, c'est bon. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez stressé. Je ne dis pas qu'il faut paniquer. Là. Non, je comprends. Mais il faut être plus lucide du risque de les prochaines années. Selon moi, on a une opportunité en or de faire un virage qui va non seulement régler des enjeux d'emploi qu'on a, des enjeux d'innovation. Vous avez dit tantôt que vous avez été conseiller politique à l'économie. Vous connaissez là, les données sur l'innovation, la productivité. On le sait que c'est problématique. On est les moins productifs en Amérique du Nord. Richesse par habitant, pire que le Mississippi, là. Fait que je vous le dis, on a un vrai problème collectif par rapport à ces enjeux et ces indicateurs économiques-là qui sont très parlants. Moi, je vois dans malheureusement, ces bouleversements-là, des opportunités d'assurer que nos enfants vont avoir des soins de qualité quand ils vont à l'hôpital, vont avoir un service de garderie, vont avoir des services qu'ils méritent, que moi j'ai eu. Puis je souhaite qu'on continue le modèle québécois. Mais ça va dépendre des actions qu'on fait aujourd'hui. Puis, il faut être un peu stressé pour être sûr qu'on saisisse l'opportunité. De faire assemblant comme si ce n'est pas là, mais on rate l'occasion et on manque de temps pour justement faire un virage, je pense, qui s'impose au Québec. Alors, je vais vous parler d'un adversaire politique, mais pas, on n'est pas là pour le critiquer, hein, c'est plus pour faire la discussion. Oh. Non, en tout cas, vous avez le droit de faire de dire ce que vous voulez, mais nous, sur le podcast, on reçoit tout le monde. Mais on a reçu, on a eu une belle discussion avec Pascal Paradis, qui lui trouve que, par exemple, lorsque Mark Carney voyage en Chine notamment, puis qu'il revient avec des promesses de contrats et autres pour le Canada, par exemple, pour Saskatchewan, Manitoba, etc., c'est des voyages qui ne rapportent pas beaucoup au Québec. Est-ce que vous avez un peu le sentiment aussi que le gouvernement fédéral, lorsqu'il fait ses voyages, ou le Premier ministre fédéral, lorsqu'il fait ses voyages à travers le monde pour essayer d'ouvrir des marchés au Canada, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, est-ce que vous partagez le même sentiment que M. Paradis sur le fait que le fédéral ne travaille pas vraiment beaucoup pour le Québec? Moi, je répondrai à M. Paradis puis à cette question-là en disant que la Chine est quand même un partenaire dans le top 5 avec le Québec. Donc, de penser qu'on ne fait pas déjà affaire avec la Chine,
c'est de mal comprendre l'économie. Mais qu'ils reviennent supposément bredouille, c'est-à-dire pour le Québec à tout le moins. Là, il revient... Mais ça, je trouve ça particulier parce que le canola permet au Québec d'avoir une agriculture moins chère, de la nourriture moins chère à un moment où l'inflation est très élevée. Je pense qu'il saisit une opportunité pour critiquer sans vraiment voir l'ensemble de l'enjeu. Mais mettons, c'est vrai. Mettons, c'est vrai que le premier ministre fait une mission à l'étranger, puis il fait gagner une région, puis pas une autre, cette fois-là. Il est où le problème? On reçoit 13 milliards de péréquation. On a fait une fédération en 1867 pour se dire, mais on va travailler ensemble sur certaines choses parce qu'on a un avantage à le faire. Puis moi, je ne vois pas le Québec comme un perdant quand un voisin canadien gagne. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas gagner, nous aussi, des fois, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, c'est vrai, là, qu'il est revenu avec rien pour le Québec, puis c'est pas totalement vrai quand on regarde les enjeux, parce que il est revenu il a enlevé les tarifs sur 49 000 voitures électriques. Ouais. Ben, moi, je pense que les Québécois veulent acheter des voitures électriques. Moi, je pense que c'est dans les valeurs québécoises d'acheter des voitures électriques. Oui, sachant que et dans ce cas-là, c'est plutôt l'Ontario qui devrait être fâché parce qu'ils en fabriquent. Je trouve ça simpliste comme argument, mais c'est sûr que le Parti québécois veut défendre son option et donc c'est légitime de critiquer, même si je ne suis pas d'accord, mais j'embarque pas dans ce jeu-là parce que je vais vous dire ce que j'ai dit quand j'ai rencontré les consuls généraux de l'Europe hier. J'ai dîné avec eux et je leur ai dit le plus gros risque qui nous affronte, qui nous confronte en ce moment, ça va être la tentation de tirer la couverte. Si on réussit les puissances moyennes à travailler ensemble, à unir nos forces, ben ensemble, là, on est plus gros que les grandes puissances. Puis si on ne travaille pas ensemble avec nos voisins, puis si on commence à tirer la couverte d'un bord ou de l'autre, mais un Canada faible, c'est un Alberta faible, c'est un Ontario faible, c'est un Québec faible. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé donc de puissance moyenne. Il y en a un qui en a parlé et son discours a fait le tour du monde, c'est justement M. Carney. Et M. Paradis disait qu'il était d'accord avec le discours de M. Carney parce que... Fier Canadien. Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était plus dans le sens de protéger notre souveraineté économique. Oui, et puis donc le principe un peu de souveraineté dans ce contexte-là et dans ce discours-là était pertinent. Et donc lui, il est d'accord avec ça. Bon, en tout cas, ça se défend. Je veux dire, je le partage pas, il le sait, mais je veux dire, ça se défend. Est-ce qu'il y a une opportunité? Enfin, je pose très mal ma question, mais ce que j'essaie de dire ici, là, c'est est-ce que le monde dans l'état dans lequel il est, avec toutes ces incertitudes, fait en sorte que un petit peu ce que certains considéraient comme le statu quo n'est pas en train de mousser très fort des mouvements souverainistes à travers le monde, dont au Québec. Au contraire. En fait, je veux revenir sur qui gagne et qui gagne comment. Mettons que le Québec est souverain. Puis le premier ministre s'en va en mission à l'étranger. Puis il serait président, probablement, mais... Puis il arrive effectivement, ce serait certainement une république. Puis il dit, bon, mais hey, j'ai signé une entente pour les éoliennes, puis la Gaspésie est super contente. Ben là, Bécancour va dire, Mauricie va dire, c'est quoi ça? Et puis nous... Fait qu'il y a toujours moyen de jouer pour ta paroisse. Mais c'est de rater l'occasion de dire, mais quand la Gaspésie gagne, le Québec gagne. C'est juste ça que je voulais dire tantôt, puis je pense que c'est important de le rappeler. Même si on devient souverain, mais il va quand même avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais il n'a pas fait ça pour nous. » Parce que c'est toujours région contre région. Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'on n'embarque pas dans ce jeu-là. Et qu'on regarde le défi pour ce qu'il est. Puis le défi ne vient pas de nous, là, il vient de l'extérieur. Et là, j'arrive au point central. Moi, je pense, quand on regarde, puis là, je vais sortir mes données. Là, excuse-moi, c'est pas un texto que je check. Non, pas de problème. Mais quand on regarde les données du Brexit, là, sont très parlantes. Le Brexit, quand on en regarde, c'est... Je vais le sortir.
c'était... Ah oui, il est là. Depuis 2016, le PIB de l'Angleterre a chuté de 6 à 8 %. Les investissements ont chuté de 12 à 18 %. La productivité a chuté de 3 à 4 %. En 2021-2023, l'exportation vers l'Union européenne a chuté de 27 % et les importations ont chuté de 32 %. Les valeurs mobilières en termes d'immobilier ne sont pas revenues à la normale. Et donc, si on cherche un exemple récent de la rupture d'une entente économique, en voilà une. Ça ne veut pas dire que l'Angleterre est foutue puis il ne va pas réussir. Puis, c'est ça. je ne parle pas de la viabilité du Québec. Le Québec a tout pour réussir comme pays, sans doute. Mais est-ce que ça nous tente de jouer dans ce film-là? Là. C'est juste ça que je vous dis. Puis, prenons ça, là, puis mettons Québec au lieu de Brexit. Un PIB moins 6 à 8 %, c'est à peu près 30 à 60 milliards de chute de PIB. Un investissement de moins 12 à 18, mais ça veut dire qu'on perd à peu près, je dirais, mettons, l'année là, où ce que Hubert Bolduc célébrait son 13 milliards, là, je pense que c'était en 2024-2025, mais ça, au lieu d'être 13, c'est 8. Pas parce qu'on a eu une mauvaise année ou le monde ne va pas bien, non, parce qu'on a décidé de faire un changement. Okay? Puis ça, c'est sans compter que d'autres choses peuvent aller mal. Puis quand on parle d'exportation vers l'Union européenne, mais ça, c'est comme l'entente qu'on vient de signer avec le reste du Canada. Fait du jour au lendemain, ben, l'accès au Canada, on ne l'a plus là, nécessairement. Ben, donc ça, c'est du 27 % si on prend les mêmes chiffres de l'Union européenne. Puis les importations, ça veut dire que tout ce qui rentre du reste du monde, ben, c'est 32 %. Fait qu'il va y avoir moins de choix. Fait puis là, tu sais, c'est sûr que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, je pense pas que c'est le temps d'avoir cette discussion-là. Je pense qu'il y a un risque très réel. Puis, même aujourd'hui, là, j'ai rencontré l'ambassadeur de l'Angleterre, puis on a une entente qui est le relayeur de ce qu'il y avait avant. Là. Mais il y a des irritants qu'on ne peut pas régler parce que on a des ententes avec les Européens, puis on ne peut pas signer avec eux. Fait que, moi, ce que je déplore, c'est les arguments simplistes que la souveraineté qui devient la solution à tous nos problèmes. Ça règle certains problèmes, absolument, mais ça règle pas tout. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas un coût à ça, et c'est pas vrai que je pense que c'est maintenant le temps d'ajouter cette incertitude-là à l'économie. Mais je pense que... Ouais, donc, s'il y a une fée qui organisait un référendum demain matin, tu voterais non? S'il y avait une fée qui organisait un référendum, je dirais plutôt, mon action va faire en sorte que cette fée-là, elle n'est pas. Il est habile, là. C'est pas pour rien qu'il est ministre. Je veux m'assurer là, qu'il n'y a personne qui a l'idée brillante de dire « Hey, on devrait faire ça ». Mon souhait le plus profond, c'est ça. Parce que déjà à l'international, on m'en parle. Et c'est problématique. Mettons dans le cas de la Banque de défense, l'argument premier pour que Toronto gagne cette banque-là, c'est de dire, ben, ouvre pas ça au Québec, ils veulent s'en aller. Mais ça, c'est 3500 emplois dans une organisation internationale qui va être de renom international, qui va être le centre de toute la stratégie de défense de tous nos alliés, basée à Montréal, avec les 80 autres organisations internationales qui sont déjà sur le territoire, qu'on ferait fi. Fait que moi, je pense que d'utiliser des arguments qui datent de 1995 dans le contexte de 2026, c'est mal avisé. Là, je pense que le message s'est rendu, puis c'est justement, tu sais, on a eu M. Paradis avant ou juste après l'élection partielle dans Chicoutimi? C'était juste après, c'était une semaine peut-être plus tard. Puis, tu sais, le message qui est ressorti cette semaine-là, c'est que, oups, est-ce qu'on recule un peu? Est-ce qu'on pose? Est-ce qu'on veut nuancer un peu notre position? Là, il y a une élection qui s'en vient. Puis on va voir comment les choses vont se développer. Mais si on regarde la CAQ aussi, vous êtes en plein milieu d'une course à la chefferie. Est-ce que le parti va être prêt? Ben, on est prêt. En ce moment, la course, ça va. Hier, c'était la dernière journée pour vendre ses cartes. Là, il va y avoir 2 débats. C'est super dynamique pour notre parti d'avoir ces débats-là. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des échanges d'idées. C'est juste bon. Là. Moi,
Moi, je pense que c'est juste bon. La question qu'on a souvent avec Salim, puisque c'est un parti qui a été créé par M. Legault, évidemment, c'est un nouveau parti. On parle d'une fondation comme institution qui ne peut pas être comparée à celle du Parti libéral ou même celle du PQ. Et la question qu'on se posait toujours, puis là, justement, c'est arrivé, on se demandait toujours, est-ce que sans M. Legault, le parti peut continuer, peut exister avec cette convergence de souverainistes et de fédéralistes qui ont créé cette coalition-là qui, pendant 2 mandats, était comme une troisième voie. Pour certains, logique. Pour d'autres, peut-être qui n'a pas de sens. Mais est-ce que c'est un défi maintenant pour vous, comme parti, de dire aux gens que, écoutez, on a ce qu'il faut pour demeurer et rester une voie crédible pour le futur. Oui. Mais vous avez inclus le Parti québécois dans votre exemple du fait qu'un parti qui existe, puis que. Mais on posait les mêmes questions au Parti québécois quand René Lévesque était parti. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de nuancer le fait que oui, effectivement, on est nouveau, puis oui, on n'a pas l'expérience de passer à travers ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le parti n'est pas pertinent. La preuve, c'est que le rapport à l'air a été créé il y a plus de 30 ans. Et les idées du rapport à l'air, dont je m'identifie profondément, moi je suis un alairiste avant toute chose. Et donc pour moi, la troisième voie qui est née de ce rapport-là, elle existe elle aussi depuis très longtemps. Fait que si la troisième voie n'était pas là, il faudrait l'inventer. Et je pense qu'il y a un appétit pour cette troisième voie-là. Et ce qu'elle incarne, c'est le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, c'est... Moi, je me souviens, là, écoute, des gens dans ma famille qui disaient... Moi, là, j'aime ça, un bon parti libéral, c'est bon pour l'économie, puis... mais tu sais, fois de temps en temps, là, ça prend du PQ, là, pour ramener un peu de fierté. Moi, je me faisais dire ça, là. Ouais. Puis, avec la CAQ, on n'est pas obligé de faire ce choix-là. Ouais. On est capable, nous, sans complexe, d'agir sur les enjeux linguistiques qui nous occupent. Puis aussi dire, tu sais quoi, on va être all-in pour promouvoir l'économie du Québec sans faire de compromis. Et ça, je pense, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça, il y a 2 saveurs à cette crème glacée-là. Oui, c'est ça. Non, mais il va falloir quand même, puis je suis pas mal sûr qu'il y a un plan. Puis nous, on a vécu ça à l'époque. Tu sais, quand on voit le parti qui commence à perdre des plumes, les élections partielles dans des comtés, tu sais, oups, on a perdu 1, 2, 3, 4. Puis là, il y a une élection qui s'approche. Un nouveau chef ou une nouvelle chef qui va rentrer, et il y a une confiance qu'il va falloir donner aux gens que, hey guys, on est correct. Moi, je dirais le contraire aussi est vrai. C'est que là, sur la glace, moi, je pense qu'on a une équipe expérimentée qui est capable de gérer le Québec. Ça n'a pas été parfait, là. Mais vous avez quand même une machine qui est sur le terrain beaucoup plus en termes de nombre que les autres partis. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'on a crédibilisé notre capacité de gouverner le Québec. Je pense que les autres partis ont à démontrer qu'ils sont prêts. Là, je ne veux pas faire trop de politique parce que je pense que c'est pas ça que vous voulez faire. Puis je suis d'accord. Nous, on ne fera pas, mais nous, on ne fera pas, mais toi, tu peux en faire. Je veux pas que l'émission soit trop politique, trop partisane, je comprends. Ouais, c'est ça. Oui. Mais on apprécie. S'il y a une chose qu'on a appris du Parti libéral, c'est que on pensait peut-être qu'ils ont fait le ménage. Ça n'a pas de l'air. Il y a encore des relayages de choses qui sont décevantes. Puis au Parti québécois, mais la preuve, là, ça va être s'ils sont capables de monter une équipe crédible qui a gouverné. Parce que la dernière fois qu'on leur a donné une chance après un long séjour absent, en 2012, les Québécois ont dit 18 mois plus tard, oublie ça. Pas sûr. Fait que moi, je me demande s'il y a encore quelqu'un au Parti québécois qui est capable qui est capable d'avoir de l'expérience de gestion dont nous, on a fait preuve dans les dernières années. Et donc, je considère qu'on a la meilleure équipe sur la glace. C'est sûr que je pense ça, parce que c'est mon parti. Mm-hmm. Mais moi, j'ai hâte de voir. Là, puis l'indicateur à regarder, ça va être, est-ce que le Parti libéral est capable de monter une équipe crédible? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir prouvé ou démontré d'avoir fait le ménage? Puis du côté du Parti québécois, ils sont capables de prouver que non seulement ils ont une équipe pour gouverner le Québec, mais ils ont l'équipe qui va faire en sorte là, qu'un jour, là, on va voir sur notre dollar de la République, là, Paul Saint-Pierre Plamondon avec son poing dans les airs qui dit « On a fondé le pays. » Ouais. Mais ça prend pas du monde ordinaire. Là.
Ça prend du monde extraordinaire. Ben, c'est drôle parce que c'est justement l'analyse que nous faisons. T'sais, le Parti libéral vient tout juste d'avoir un nouveau chef, donc eux aussi, de leur côté, ils ont du chemin à faire pour démontrer qu'ils peuvent être un parti de gouvernement de nouveau. Évidemment, le PQ avec maintenant 7 députés, 7, right? Ouais, 7 députés. Il va falloir démontrer que, OK, on est 7, mais les sondages nous donnent majorité, donc on va pouvoir gouverner. Et entre ces deux options-là, tu sais, le pourcentage que quelqu'un dise je suis pas trop sûr, les libéraux, le PQ, je pense pas. Au moins, il y a un parti qui a l'expérience du gouvernement. Let's go. Est-ce qu'on se base là-dessus en termes de stratégie? Non, nous, on se base sur... La première devise de la CAQ, c'est d'être près du monde. Nous, tu sais, il y a des lobbies qui sont très, 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 puis j'insiste sur très, très puissants au Québec. Puis nous, on fait tout pour parler pour le vrai monde. Et donc, ça, je pense, c'est la force de la CAQ. C'est pas souvent les groupes d'intérêt qui nous apprécient le plus, c'est la majorité silencieuse que je pense qui nous apprécie le plus. Et je pense que notre offre, c'est vraiment de parler à ces gens-là. Mais honnêtement, là, la prochaine élection, si j'avais à mettre un 2, là, je pense qu'elle va porter sur tu sais, moi, on ne veut pas de référendum. Ouais. Puis, bon, ça va être entre le Parti québécois, le Parti libéral puis la CAQ. Moi, je savais mettre un 2, je pense que ça va être ça. Puis là, voyant ça, je pense que le PQ, là, je fais plus mon analyse que politique, là, mais en tout cas, mais je pense que le PQ va regarder ça, puis là, ils vont avoir une question à se poser par rapport à l'échéancier référendaire. Mais je pense qu'ils le font déjà. Puis moi, je pense pas que c'est du... Tu sais, tout à coup, on s'est réveillé, puis il faut faire une nuance. Je pense que c'est quelque chose qui planait un peu, ils vont devoir un peu se repositionner. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, il y a des gens qui viennent nous voir. Hey, qu'est-ce que tu penses? Moi, je leur dis, guys, retirez pas la CAQ là, de l'équation parce que, tu sais, à l'approche des élections, puis nous, on a fait des campagnes, là, on sait comment ça fonctionne. Il y a une crédibilité que je doute que les libéraux et les péquistes ont. Et le timeline jusqu'aux prochaines élections, ben, il n'est pas si long que ça. Tu sais. Puis encore là, je ne sais pas si votre nouveau chef ou votre nouvelle chef va garder le cap jusqu'au mois d'octobre. Je sais pas. Ben, ils ont dit que, en tout cas, publiquement, ils ont dit. Je pense qu'elle a répondu à la question. En publiquement, les deux ont dit qu'ils allaient jusqu'au mois d'octobre. Mais en tout cas, tout ça, c'est bien intéressant. Mais tu sais, ça, c'est la politique fiction. Puis, tu sais, on se fait de la spéculation parce qu'on le sait pas, puis c'est le fun parce qu'on traite politique. Ouais. Moi, je vous dirais, ultimement, les Québécois vont choisir. Puis, moi, je suis très à l'aise avec cette réalité-là, que les Québécois vont choisir. Puis, c'est à nous de faire une bonne campagne. C'est à nous de montrer qu'on est prête puis qu'on a le goût de le faire. Puis, c'est à nous de montrer qu'on mérite cette confiance-là encore. Puis, ça va pour les trois partis. Toi, tu demeures candidat aux prochaines élections. Oui. Et parlons un peu de Christine Fréchette. On a eu l'occasion de la voir, ouais. Rapidement, avant qu'on parle de Christine Fréchette. Oups, là, tu m'as fait perdre... mon point, qui était... On parlait de crédibilité, les partis, les choix. Ah non, c'est ça. Ouais. Non, mais justement, c'est juste parce qu'on a très brièvement touché au sondage, on ne parlera pas de chiffres, là, c'est pas le point, mais on voit quand même que le PCQ, donc le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem, là, il fait encore en tout cas, il fait un peu sa place. Là. Je sais qu'en 2022, il y avait des personnes qui avaient spéculé. Il va faire 5, 6, 7, 10 députés. Finalement, il n'y en a eu aucun. Mais n'empêche, il avait quand même, il étant Éric Duhem, avait reçu quand même, je ne sais plus, 13-14% du vote, là, si ma mémoire est bonne. Là, les sondages, quand même, là, ils le montrent deuxième, un peu dans la région de Québec, deuxième dans le centre du Québec, en Beauce, un petit peu au Saguenay. D'ailleurs, même les partiels ont montré qu'il était deuxième devant les libéraux, devant les caquistes. Bon, les solidaires sont hors jeu, en tout cas, certainement en région. Là, donc, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer un peu dans les plates-bandes de la CAQ, c'est-à-dire une droite économique, parce que Éric Duhem, il dirait que vous êtes la gauche, hein, c'est sûr. Mais, c'est OK. Non, je sais, non, mais justement, on va te laisser commenter là-dessus. Et du coup, aussi, il est moins sûr d'être fédéraliste sans être pour un référendum non plus. C'est une position un peu similaire à celle de la CAQ. En tout cas, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, mais nous, c'est très clair. En passant, on n'en veut pas de référendum. Fait que il n'y a pas de nuance. Ouais. Moi, ce que je dirais rapidement, c'est que
il y a une lourde tendance mondiale vers la droite. Et donc, je pense que les électeurs voient, surtout occidentaux, voient la gouvernance occidentale, voient les gouvernements occidentaux et sont déçus de la livraison de leur gouvernement à régler les problèmes contemporains. C'est comme si, collectivement, des institutions qui nous ont très bien servi par le passé, mais réussissent plus à bien nous servir aujourd'hui. Et là, on est entre où ce qu'on devrait être et où ce qu'on était. Et on doit faire ce virage-là si on veut garder la confiance de la population en termes électoraux, mais aussi pour faire le business case de la démocratie. Je pense que le moment qui nous occupe actuellement, quand je disais tantôt là, sur un autre sujet que l'avenir est empreint de risques, un des risques aussi, c'est de perdre la population par rapport à son appréciation de la démocratie. Il faut montrer que ça marche. Et ça, c'est une responsabilité démocratique. Et donc, de voir que certaines personnes font le constat qu'effectivement, le gouvernement est gros, il coûte cher, puis il ne livre pas des services, c'est un constat que je partage et que je pense qu'on doit regarder de front et prendre des décisions audacieuses. Mais en même temps, faut que les gens ils nous suivent là-dedans aussi. C'est ça le défi qu'on a. Mais s'ils mangent, donc, parce que ensuite, d'un point de vue politique plus concrète, là, si le PCQ mange dans le lunch de la Coalition Avenir Québec, il y a des circonscriptions qui peuvent aller aux mains du Parti québécois. Oui, mais c'est pas de même, il faut le voir. Puis honnêtement, je suis pas une personne très partisane. Puis, tu sais, PCQ, QS, gauche, droite, les gens veulent juste que ça marche. Tu sais, puis sont quand même assez écœurés. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'ils se diraient, regarde, je sais pas t'es qui et de quel parti que t'es, là, mais tu vas-tu régler le maudit problème? Je pense que ça, là, comme plateforme, là, ça gagnerait là, demain matin. Là. Fait que oui, ce que je vous dis, c'est l'analyse que je fais, c'est qu'il y a une tendance vers la droite, effectivement. Puis là, certaines personnes ont le goût de voir certaines solutions qui ont cette orientation idéologique-là. Et c'est à nous, comme parti, comme démocratie, de trouver le bon goût de chacun. Puis des fois, ça va résider chez nous ou ailleurs, je sais pas. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver c'est quoi là, que l'électorat a soif. Puis le bon parti qui va réussir à trouver ça, je pense qu'il mérite de gagner et va gagner. Sachant que moi, ce qui me motive, c'est qu'il faut juste que ça marche. Mais justement, sur ça, Christopher, quand tu vois les dernières années, l'appui envers le gouvernement de M. Legault qui chute, est-ce que ça te donne l'impression que les gens, justement ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses qu'ils ont l'impression que ça marche avec la CAQ ou est-ce que tu penses qu'ils magasinent une autre option? Et cette option-là, don't get me wrong, je pense pas qu'elle existe. C'est pour ça que moi, je suis pas prêt à dire que la CAQ, on l'exclut comme option. Mais juste quand on voit le contexte un peu politique au Québec, c'est intéressant que tu le mentionnes. Est-ce qu'on a l'impression que les Québécois pensent que ça fonctionne avec la CAQ? Je pense que les pays occidentaux ont tous le même problème. Ouais. Puis, peu importe le parti qui est au pouvoir, je pense que les institutions, les gens ont moins confiance. Et ça l'alimente énormément de la déception que les gens peuvent avoir pour leur gouvernement. Puis de penser que ça va être mieux avec le prochain, c'est de faire fausse route. Ce qui nous occupe, puis ce qui est important au-delà de l'élection de 2026, parce que c'est pas juste ça qui compte, les élections, moi, ce que j'ai le goût de vivre comme citoyen, puis ce que je pense que mes co-citoyens ont le goût de vivre, c'est de questionner le statu quo et de poser les gestes de rupture de ce statu quo qui fait en sorte qu'on n'a pas pour notre argent. Fait que ça, c'est très large, c'est à 30 000 pieds, là, mais ce feeling-là, il faut trouver une façon de l'articuler dans une proposition politique et faire ça. Puis dans chacune des sphères, là, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit au transport, que ce soit à la SAC, toutes ces avenues-là, les gens ont ce feeling-là, genre que ça marche pas, puis je veux juste que ça marche. Peux-tu arrêter de faire en sorte que ça marche pas? Je veux juste être capable de consommer le service puis sans être trop gossé. C'est-tu possible, ça? Ouais. Puis ça, là, s'il y avait moyen de mettre ça dans une plateforme, là, je pense que les Québécois le mangeraient. Ouais. Mais c'est sûr. Là, à la chefferie, tu as fait le choix de Christine Fréchette.
On l'a eu ici. Elle nous a beaucoup impressionnés, évidemment. Je pense que même avec les commentaires qu'on a eus, ça s'est bien passé. Parle-nous un peu de cette option-là, puisque tu parles que les gens veulent juste que ça fonctionne. Là, je ne vais pas te poser cette question-là, mais je vais te la poser un peu indirectement parce que tu appuies une autre personne à la chefferie de ton parti. J'imagine qu'il y a quelque chose, tu sais, les gens ont compris que ça ne marchait pas avec M. Legault. Je pense que lui-même l'a compris. Il a pris une décision. Là, on tourne la page. Est-ce que c'est comme un vent de fraîcheur? Est-ce qu'on avance vers ça? Tu sais, il faut être lucide puis il faut écouter les Québécois. Puis je pense que le premier ministre a été lucide, serein, et il a écouté les Québécois. C'est sûr que moi, de mon côté, à Sainte-Rose, j'ai posé la question à tous mes commettants, les groupes, les communautaires, les leaders sociaux dans mon comté. J'ai dit, on fait quoi, là, tu sais? Puis c'était unanime. Christine Fréchette. Tout sauf Drainville! Non, parce que... Puis ça, là-dessus, je veux être très clair. Moi, Bernard, c'est un collègue que j'apprécie énormément. Puis s'il porte ses émotions sur sa manche, pour moi, là, ça me parle. Ça. Ouais. Fait que moi, j'adore Bernard. Il faudrait qu'il vienne à votre émission. On l'attend. Faut que tu fasses l'émission. On l'attend, on travaille là-dessus. C'est pas toujours facile avec les horaires. Non, mais ils sont super fins. Une fois que j'ai dit ça... Mais à sa défense, il est déjà venu comme ministre de l'Éducation. Mais on veut l'avoir comme candidat. Je comprends, mais Bernard c'est ça. Moi, je suis à 2 fois Bernard. Mais là, on comprend que bon, évidemment, j'ai aucun doute là-dessus que tu as Bernard Drainville en haute estime. Maintenant, tu as fait un autre choix, ce qui n'enlève rien à l'estime que tu portes à ton autre collègue, Bernard Drainville. C'est mon souhait. Puis, non, mais c'est parfait, c'est très honorable. Puis et moi, je pense que c'est comme ça que dans un parti politique, ça devrait être. Tous les partis politiques devraient fonctionner comme ça, et dans cet esprit-là. Tu as travaillé aussi avec Christine Fréchette. Oui. Et quand je dis que tu as travaillé, pas juste parce que vous êtes collègue au Conseil des ministres, mais vous partagiez un ministère. Donc, tu pouvais la côtoyer probablement plus, ou en tout cas, professionnellement, vous avez eu plus d'échanges. Et j'imagine que ça a aussi pesé dans ton choix. C'est l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, quand on fait un choix d'appuyer quelqu'un, on prend le package au complet. L'expérience, le casting, le timing. Des fois, c'est la bonne personne, mais c'est pas le bon moment. Moi, je pense que les Québécois ont le goût d'avoir une femme. Ils ont le goût d'avoir une femme posée. Je pense que le contraste entre 2 jeunes au Parti libéral puis au Parti québécois versus quelqu'un qui a plus d'expérience, sans être de la génération de M. Legault, je pense que ça aussi, à un moment d'incertitude, ça peut être important. Quelqu'un qui a un profil économique, je pense que ça aussi, prouvé, là, parce que je pense que ça aussi, ça va être important. Et il y a comme un je ne sais quoi. Là. Moi, comme je vous dis, là, j'ai posé la question à mes commettants, puis c'était comme « Ah ouais, on adore Christine. » OK, bien... Puis Bernard, vous parlez, non, on adore Christine. OK. Fait que c'était clair pour moi qu'il y avait comme un genre de feeling là, que les gens portaient en eux pour Christine, qui est un intangible qu'on connaît en politique. Là, vous l'avez fait. Là, puis ça s'explique pas, ça se mesure pas. Puis c'est quelque chose qui multiplie, là, qui additionne quand on a de besoin. Et on a de besoin. Et donc, pour moi, ça parlait énormément, ça. Salim? Je pensais que tu avais une autre question. Non, non, vas-y. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Regarde, on va pas prendre trop de ton temps. Je sais que... Il en a déjà donné pas mal. Exact, puis on est très reconnaissant. Quand est-ce que tu reviens? Là, pas pour un autre couple d'années. Quelques années. Faut garder ça intéressant. Les gens vont se tanner. Au prochain ministère qu'il va avoir, je sais pas, là, Conseil du Trésor. Intéressant. Dans vos trésors, Mais honnêtement, parlant de trésors, avez-vous vu l'annonce de France-Hélène Duranceau? D'aujourd'hui? Oui. 3500 moins de fonctionnaires. On a promis 5000, puis on est en accéléré pour les réduire. Je pense que ça aussi, ça va nous aider à aller rechercher la confiance des gens. Je pense que les gens s'attendaient à ce qu'on fasse le ménage, puis on ne l'a pas fait aussi vite et autant qu'ils auraient voulu. Une annonce comme aujourd'hui, je pense que c'était une bonne nouvelle pour nous. Il y a un budget aussi qui s'en vient la semaine prochaine, donc on va écouter le 18. Ça. Le 18.
2018. Oui, ça va être intéressant. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Christopher Skeet, merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. On l'apprécie énormément, Christopher. Toujours un plaisir de te revoir. Bonne chance. Nous, évidemment, on va suivre ça. Puis à l'élection, cogne à la porte. Oui. On va faire certainement beaucoup d'épisodes avec tous les candidats. Donc, ça va nous faire plaisir de te recevoir de nouveau. Guys, merci beaucoup. Allez nous suivre sur YouTube, sur les plateformes audio. On vous apprécie énormément et on vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci, au plaisir. Au revoir.